quand même l'argumentation d'Einstein, mais l'article de Bohr est un article très difficile à lire. Moi, je le lis tous les ans pour essayer de m'en imprégner, mais en fait, c'est des intuitions, c'est confus, ça n'a pas la clarté de l'article PR, qui est une sorte de chef-d'œuvre d'argumentation. Simplement, Bohr a l'intuition que dans un état quantique de type EPR, on ne peut plus parler des propriétés individuelles de chaque électron, et cela même s'ils sont très éloignés l'un de l'autre. Autrement dit, Bohr a l'intuition de la non-séparabilité quantique qui interdit qu'on puisse parler séparément de l'un ou l'autre des deux électrons qui forment une paire, dès lors qu'entre eux existent les corrélations prévues par la mécanique quantique. Alors, c'est évidemment un débat fondamental, et vous pensez peut-être que ce débat, qui touchait les fondements même de la physique du monde microscopique, a eu forcément un immense écho chez les physiciens. En fait, pas du tout. L'article, à l'époque, passe pratiquement inaperçu. À cette époque, la physique quantique allait de succès en succès, au niveau de l'atome, puis au niveau du noyau de l'atome. Et la plupart des physiciens se désintéressèrent de ces questions qui leur paraissaient académiques. Autrement dit, l'adhésion à l'une ou l'autre des deux positions, celle d'Einstein ou celle de Bohr, leur semblait une affaire de goût personnel ou de choix épistémologique, sans que cela ait la moindre conséquence sur la mise en œuvre du formalisme quantique. Et Einstein lui-même ne disait pas qu'il fallait utiliser autrement la physique quantique, mais simplement changer la façon de la considérer et de l'interpréter. Donc à la limite, qu'on soit einsteinien ou bohrien, ça ne change pas l'usage que l'on fait de la physique quantique. Et donc les physiciens avaient tendance à considérer que c'était des problèmes philosophiques. Et en plus, il y avait l'espoir qu'au niveau du noyau des particules élémentaires qu'on découvrait petit à petit, on arriverait à fonder une nouvelle physique qui ferait de la physique quantique une physique éphémère, qui avait révolutionné la physique classique et puis ensuite été elle-même remplacée par une autre physique. Et pendant 30 ans, les termes du débat entre Einstein et Bohr ne furent guère modifiés. Le seul événement marquant fut le travail de David Bohm que j'ai évoqué, qui proposa une version de l'expérience de pensée EPR portant non plus sur des observables continus, vitesse et position, comme dans l'article d'Einstein, mais sur des observables discrètes, le spin, que j'ai utilisé tout à l'heure dans mon exemple, qui ne peuvent prendre que deux valeurs, comme la projection du spin d'un électron sur un axe, ou comme la polarisation d'un photon mesurée le long d'une certaine direction. Vous voyez, l'article de 35, 30 ans de relative indifférence, et puis en 64, là il y a un deuxième temps fort grâce à un physicien irlandais, un physicien théoricien qui travaillait au CERN à l'époque, qui s'appelle John Bell. Et John Bell, il était turlupiné par ce problème, mais il était payé au CERN pour faire des calculs de section efficace, qui a calculé les probabilités que telle collision de particules produise telle autre particule, parce que le CERN faisait des collisions de particules à l'époque, et il était payé pour ça. Et il n'avait donc pas le temps de se consacrer à l'examen des problèmes fondamentaux de la physique quantique, et donc il a choisi de prendre une année sabbatique. Donc il s'est mis en congé du CERN pendant une année pour tirer au clair ce problème. Et il publie un article en 1964 qui va avoir un impact très grand sur la suite de l'histoire. C'est un article vraiment génial lui aussi, mais pour comprendre ce qu'il contient, il faut revenir à l'article PR lui-même. Et je vais le faire de façon très brève, mais pour que vous compreniez de façon plus formelle ce qu'Einstein appelle la réalité physique. Par quoi il la caractérise? Alors, c'est ce que j'ai mis sur le transparent que vous avez sous les yeux. Les trois hypothèses sur lesquelles Einstein s'appuie dans l'article 35 sont les suivantes. Première hypothèse, les prédictions de la physique quantique sont justes. Donc, il ne la conteste pas, il s'appuie sur elle. Les prédictions de la physique quantique sont justes. Deuxième hypothèse,
aucune influence ne peut se propager plus vite que la lumière. C'est ce qu'on appelle le principe de localité d'Einstein, qui prend donc en compte les acquis de la théorie de la relativité. On est en 1935, la relativité a fait ses preuves, et donc Einstein croit en ses propres travaux, ce qui est naturel. Qu'est-ce qu'implique ce principe? Qu'il y a des cas où l'on peut être certain que de deux événements, aucun n'influence l'autre. Vous avez deux événements qui se produisent dans l'espace-temps, il y a des situations où il est impossible que le premier événement influence le deuxième. Quand est-ce que cette influence est impossible? Eh bien, c'est lorsque les deux événements sont si lointains dans l'espace et si rapprochés dans le temps que la lumière n'a pas le temps de les relier. Par exemple, si dans une seconde, un événement important se produit dans la galaxie d'Andromède, je ne peux pas modifier cet événement parce que le signal que je pourrais envoyer sur cette galaxie pour empêcher cet événement, pour le modifier, n'aura pas le temps d'y arriver avant qu'il se soit produit. Donc ce sont des zones de l'espace-temps qui ne peuvent pas s'influencer mutuellement parce que la lumière n'a pas le temps de les relier. Aucun signal n'a le temps de les relier. Donc ces événements se passent chacun dans son coin d'espace-temps, sans qu'aucune relation causale puisse les connecter l'un à l'autre. C'est ce qu'on appelle depuis le principe de localité d'Einstein. Il y a des événements qui sont locaux et ne peuvent pas être affectés par des événements qui sont très loin d'eux ou très rapprochés d'eux dans le temps. Troisième hypothèse, c'est la plus importante. Si en ne perturbant, là je cite explicitement l'article d'Einstein, si en ne perturbant aucunement un système, donc je ne fais aucune mesure sur lui, on peut prédire avec certitude, c'est-à-dire avec une probabilité égale à 1, la valeur d'une quantité physique, alors il existe un élément de réalité physique correspondant à cette quantité physique. D'accord ? On voit que là, Einstein est en train d'essayer de restaurer l'interprétation de la physique classique à propos de la physique quantique. D'accord ? Si je suis capable avec certitude de prédire que l'électron va avoir un spin 1,5 quand je vais le mesurer, c'est que l'électron a vraiment en lui une propriété physique qui est son spin et qui vaut 1,5. Vous voyez que ces critères qui peut-être vous semblent compliqués, en fait, définissent une conception très générale de la réalité, qui est celle qu'on utilise dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que ce que fait Einstein là, c'est qu'il précise ce qu'il faut entendre par le concept d'objet réel. La définition qu'il propose peut vous sembler compliquée, mais elle est conforme au bon sens. Si je peux prédire le résultat de la mesure que je ferai d'une certaine propriété physique, et si ma prédiction est juste à tous les coups, alors j'ai tout lieu de penser que la valeur trouvée pour cette propriété n'est ni une hallucination, ni une chimère. Un élément de réalité doit nécessairement lui correspondre. Et le formalisme de la physique, lui, il doit être capable d'intégrer cet élément de réalité, que cet élément de réalité fasse ou non l'objet d'une mesure. Mais c'est là qu'est l'argument décisif. Et c'est à cette seule condition qu'une théorie physique peut, selon Einstein, être présentée comme complète. Alors, je vois vos têtes sans mes lunettes, donc je ne les vois pas bien, mais je comprends quand même que vous avez du mal à suivre. Donc on va prendre un exemple simple. Supposons que nous disposions de deux cartes. Une carte bleue et une carte verte. Et ces cartes, nous allons les placer chacune dans une enveloppe scellée. La carte bleue, je la mets dans une enveloppe. La carte verte, je la mets dans une deuxième enveloppe. Je bats les deux enveloppes, je les mélange. Je les bats comme on bat des cartes. Je donne une enveloppe à Paul et je donne l'autre enveloppe à Jules. Quand Paul ouvre son enveloppe, il découvre la couleur de sa carte.
Vous êtes d'accord qu'avant qu'il fasse la mesure, la probabilité qu'elle soit bleue était égale à 1,5. La probabilité qu'elle soit verte était égale à 1,5. Le résultat qu'il obtient en ouvrant l'enveloppe est évidemment anticorrélé à celui qu'obtiendra Jules. Si la carte de Paul est bleue, celle de Jules sera verte, et réciproquement. Vous êtes d'accord avec ça? Il n'y a aucun paradoxe qui apparaît ici. La couleur de la carte de Paul et celle de Jules ont été tirées au sort au moment du mélange des enveloppes, et ce n'est pas le fait que Paul prenne connaissance de la couleur de sa carte qui détermine la couleur de la carte de Jules. Quand Paul ouvre sa carte, son enveloppe, il trouve bleu. Pourquoi? Parce qu'au moment du mélange, c'est la carte bleue qui a été dans l'enveloppe qu'on lui a donnée. Donc il trouve la carte bleue parce que son enveloppe a toujours contenu la carte bleue. Et c'est ce type d'argument que l'hypothèse C d'Einstein condense. Il y a un élément de réalité physique associé à la couleur de la carte de Jules, puisque sans la perturber en quoi que ce soit, c'est-à-dire sans ouvrir l'enveloppe de Jules, on est capable de déterminer la couleur de sa carte. Il suffit pour cela de demander à Paul son propre résultat. D'accord? Paul, en ouvrant son enveloppe, découvre la couleur de sa carte et aussitôt, il connaît la couleur de la carte de Jules. Même si Jules n'ouvre pas son enveloppe, même si Jules est parti à 1 million d'années-lumière de Paul. D'accord? Donc voilà ce que dit Einstein. Si je suis capable de prédire avec certitude la couleur de la carte de Jules sans faire de mesure sur la couleur de la carte de Jules, alors la couleur de la carte de Jules est un élément physique qui existe dans la réalité, indépendamment de la connaissance que j'en ai ou des mesures que je peux faire sur ce système. Et ce que Einstein démontre ensuite dans l'article, c'est que l'application de ce critère de réalité à la théorie quantique, qu'il postule exact, conduit au paradoxe EPR. Plus précisément, il démontre que l'ensemble des hypothèses A, B, C, lorsqu'on les applique à l'expérience de pensée que j'évoquais tout à l'heure, conduit à attribuer au sous-système, par exemple les éléments d'une paire de particules, des propriétés dont le formalisme quantique ne rend pas compte. Autrement dit, quand je prends ce critère de réalité, j'attribue aux électrons de la paire un état de spin bien défini, alors que la mécanique quantique ne leur attribue pas un état de spin bien défini. D'accord? Autrement dit, ce critère de réalité conduit à affecter aux particules des propriétés physiques dont le formalisme ne rend pas compte. Et donc, le formalisme quantique est pris en flagrant délit d'incomplétude, à condition évidemment de croire à ce critère de réalité. Et Einstein conclut qu'il doit exister un niveau de description plus fin de la réalité que celui que propose la physique quantique, et évidemment ce niveau de description plus fin reste à découvrir. J'ai parlé tout à l'heure de la réponse de Bohr dans son article de février 1935, dans lequel Niels Bohr s'oppose à cette conclusion en expliquant que le critère de réalité d'Einstein ne peut pas être retenu. Puisqu'il est impossible d'obtenir une séparation nette entre le comportement des particules et leur interaction avec les appareils qui définissent leurs conditions d'existence, on doit considérer que la vitesse d'une particule n'est pas une propriété de la particule elle-même, mais une propriété partagée entre la particule et l'instrument de mesure. De plus, dès lors que la physique quantique se montre capable de quantifier les possibilités de résultats dans toutes les situations expérimentales permettant l'apparition d'un phénomène, elle doit être considérée comme prédictivement complète, et cette complétude de la prédictivité, c'est le mieux qu'on puisse exiger d'une théorie physique.
Donc pour Bohr, il n'y a pas de problème. La théorie quantique est complète puisqu'elle est prédictivement complète. Et pour Einstein, elle est incomplète parce que la prédiction, ça ne suffit pas. Il faut qu'elle soit ontologiquement complète. Donc vous voyez, ces deux conceptions philosophiques de ce qu'on doit attendre d'une théorie physique qui viennent s'affronter. Bon. Alors maintenant, j'en viens à John Bell, simplement en vous disant auparavant que il y a deux physiciens essentiellement qui ont essayé de travailler dans le sens que préconisait Einstein, c'est-à-dire qui ont essayé de compléter la physique quantique en introduisant des variables cachées supplémentaires, qui sont Louis de Broglie et David Bohm. Donc ils ajoutent des paramètres supplémentaires permettant de compléter la description des états physiques. Un état physique, c'est décrit par le vecteur d'état de la physique quantique plus autre chose. Alors, cette affaire a été élucidée en deux temps. John Bell, pour la partie théorique, et puis des physiciens expérimentateurs pour la partie partage entre les différentes interprétations possibles. John Bell, c'était un physicien réaliste au sens d'Einstein. Il était d'accord avec Einstein. C'est-à-dire qu'il était a priori porté à partager son point de vue selon lequel les événements physiques surviennent d'eux-mêmes indépendamment du contexte expérimental de leur manifestation. Mais il a remarqué, donc ce qu'il voulait, c'était prouver qu'Einstein avait raison. Mais en voulant démontrer qu'Einstein avait raison, il a remarqué un truc très bizarre. Il a remarqué que toutes les théories qui avaient été bâties dans le but de compléter la physique quantique grâce à l'introduction de paramètres supplémentaires, notamment la théorie de de Broglie, l'onde pilote, ou bien la théorie de David Bohm, mais toutes ces tentatives ne parvenaient à satisfaire aux critères A et C qu'en violant le critère B. Autrement dit, aucune des tentatives qui allaient dans le sens d'Einstein n'était capable en apparence de satisfaire les trois critères en même temps. Autrement dit, ces théories étaient non locales, puisqu'elles violaient le principe de localité d'Einstein. Elles étaient non locales. On verra ce que ça veut dire. Et John Bell s'est posé la question de savoir s'il s'agissait d'une imperfection de ces théories particulières, donc c'est David Bohm qui avait mal fait le travail, disons, ou bien si c'était une propriété générale de toutes les théories à variables cachées susceptibles d'être construites. Autrement dit, le constat que on ne peut rajouter des variables cachées qu'en violant l'hypothèse de localité, est-ce que c'était un accident de parcours lié à la théorie de Bohm particulière, ou est-ce que c'était un obstacle sur lequel tomberaient toutes les tentatives de même nature? Eh bien, John Bell élucide cette question, c'est l'article vraiment génial de 64, et il montre de façon formelle que n'importe quelle théorie prétendant décrire la réalité et satisfaisant aux hypothèses A et C viole nécessairement l'hypothèse B. Donc ce n'est pas un accident de parcours. Si vous croyez à la mécanique quantique et si vous adoptez ce critère de réalité, vous tombez dans une théorie qui est non locale, qui viole la causalité. D'accord ? Alors, je vois que le temps passe, il faut que je me dépêche. Le miracle, si vous voulez, c'est que cet article d'Einstein va permettre de tester expérimentalement qui a raison. Est-ce que c'est Einstein ou est-ce que c'est Bohr? Et bon, j'essaie d'aller vite, mais je ne voudrais pas que vous perdiez complètement l'argument crucial. Ce que montre John Bell également dans cet article, c'est que toute théorie réaliste, c'est-à-dire satisfaisant aux trois hypothèses d'Einstein, entraîne des restrictions
portant sur les résultats prévus pour certaines mesures. Ces restrictions s'expriment sous la forme d'inégalités de Bell, c'est le nom que l'on donne, et c'est là le nœud de l'affaire. Comme la physique quantique n'est pas une théorie réaliste au sens d'Einstein, il doit être possible d'imaginer des situations pour lesquelles les prédictions de la physique quantique entrent en conflit avec les restrictions dont parle Bell. Autrement dit, il doit exister des situations où la physique quantique prédit des résultats qui violent les inégalités de Bell. Et donc il doit être possible d'imaginer des situations particulières pour lesquelles les prédictions quantiques entrent en contradiction avec les prédictions de n'importe quelle théorie à variable cachée par laquelle on pourrait espérer compléter la physique quantique. Par exemple, la physique quantique prédit que les corrélations entre des photons émis en cascade, donc des paires de particules analogues à celles que je reprenais tout à l'heure, les corrélations entre ces particules sont plus fortes que ce qu'indiquent les théories locales à variable cachée. Plus généralement, il n'est pas possible de comprendre dans leur totalité les corrélations de type EPR en complétant le formalisme quantique dans l'esprit suggéré par Einstein. Alors, je vous dis des choses trop compliquées pour que vous puissiez les saisir en une heure, mais en gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce que montre l'article de Bell, si on l'appliquait au cas de deux vrais jumeaux pour lesquels on observe des corrélations très fortes dans les caractéristiques physiques, par exemple, deux vrais jumeaux ont la même couleur d'yeux, les mêmes cheveux, etc., etc. Deux vrais jumeaux ont des tas de propriétés identiques. C'est-à-dire qu'entre deux vrais jumeaux, il y a des corrélations très fortes. Eh bien, ce que dit John Bell, c'est que on doit renoncer, pour comprendre ces corrélations, à les expliquer en invoquant des jeux de chromosomes, qui seraient identiques pour les deux jumeaux, au motif que ces chromosomes joueraient le rôle de paramètres locaux et cachés. Donc quand vous avez des corrélations très fortes, comme celles entre deux jumeaux, vous n'avez pas le droit, dans certaines situations, à invoquer le fait qu'ils auraient des paramètres cachés qui détermineraient ces corrélations. Et grâce à l'avènement des lasers dans les années 70, ce débat entre Einstein et Bohr pouvait être tranché expérimentalement, dès lors que John Bell avait montré qu'il existe des situations expérimentales dans lesquelles la mécanique quantique ne prédit pas les mêmes choses que les théories qui essaient de la compléter. Et bon, je vous passe le détail de toutes les expériences, mais celle qui a été l'expérience cruciale a été menée en 1981 à l'Institut d'optique d'Orsay par Alain Aspect et son équipe, et qui a montré expérimentalement que dans les situations de type EPR, les inégalités de Bell étaient non seulement violées, mais violées conformément aux prédictions de la physique quantique. Ça veut dire que, dans certaines situations, deux particules qui ont interagi dans le passé ont des propriétés que leur distance mutuelle, aussi grande soit-elle, ne suffit pas à séparer. Donc même si ces particules sont très éloignées l'une de l'autre, vous ne pouvez pas les considérer comme indépendantes l'une de l'autre. Elles forment un tout inséparable. Il y a des corrélations qui les lient. Elles forment un état intriqué. Et ce comportement global neutralise toute tentative d'explication en termes de particules possédant chacune en propre à l'avance la propriété qu'on a décidé de mesurer. Alors, la conclusion de ce cours, c'est que il faut définitivement renoncer à interpréter la physique quantique dans le sens des idées d'Einstein. Il n'existe aucun espoir de pouvoir la compléter en introduisant une théorie locale à variable cachée. On ne peut la compléter que par des variables cachées non locales. Je n'ai pas le temps d'expliquer ce que ça veut dire. Mais on ne peut pas sauver la localité. Donc on doit admettre la non-localité, c'est-à-dire la non-séparabilité. Et ma conclusion pour l'ensemble du cours sera assez brève et elle sera la suivante.
Lisez les textes des créateurs de la science moderne. Je pense à Galilée et Descartes, notamment. Ce sont des physiciens ou des philosophes qui adhéraient, pour ce qui est de la physique, à ce qu'on appelle aujourd'hui le mécanicisme. C'est-à-dire que selon eux, toute description de la réalité doit être formulée au moyen des seuls concepts de position, de figure, de mouvement, concepts que Descartes considérait comme innés. On a un concept inné de position, de vitesse, etc. Et donc nous constatons qu'en tout cas ce sont des concepts familiers, ou qui du moins nous sont devenus familiers. Les concepts de position, de vitesse, etc. sont des concepts qui nous sont devenus familiers. Et sous l'influence d'une certaine vulgarisation, ce mécanicisme un peu simplet continue d'irriguer notre façon de parler des objets physiques. On continue de parler des électrons comme si c'était des petites chaises, ou des petites boules, ou des petits cailloux. Et cela, bien que le XXe siècle ait clairement montré que ce mécanicisme doit être dépassé. Même les relativités restreintes ou générales ont montré que les concepts familiers ne sont pas les mieux adaptés à la compréhension du monde physique, qui sont même trompeurs et doivent être remplacés par des concepts mathématiques, abstraits, qui permettent d'aller vraiment au-delà des concepts familiers et donnent à la physique toute sa puissance. Le mécanicisme classique a donc été détrôné par ce qu'on pourrait appeler l'einsteinisme, qui consiste en l'idée que la réalité est structurée, qu'elle n'est pas atteignable au moyen des concepts familiers, mais que cependant, grâce aux mathématiques qui fournissent enfin les bons concepts, elle est connaissable. Donc l'einsteinine, c'est cette idée que la réalité physique est connaissable à condition de renoncer à nos intuitions, à nos concepts familiers, et de les remplacer par des concepts mathématiques qui nous permettent de saisir ce qu'Einstein appelait les os du poulet, les arcanes du réel. Et donc cet einsteinisme, c'est en quelque sorte, pour les physiciens théoriciens, l'équivalent du pythagorisme pour les mathématiciens. Et compte tenu de ce que je viens de vous dire, notamment sur la non-séparabilité quantique, il se pourrait que l'einsteinisme ne soit pas le fin mot de l'histoire, mais ça sera le fin mot de mon exposé. Je vous remercie. Bon, alors est-ce qu'il y a des questions? Levez la main, voilà. Donc il y a Sophie qui est avec moi aussi. Bon, je prends la première question. Voilà. Première question. À propos de la requête einsteinienne d'une réalité physique ou matérielle, et pas seulement d'un réalisme empirique, comme pour Bohm et les autres, comment est-ce qu'Einstein a pu s'accommoder, indépendamment de son appel à Dieu, a pu s'accommoder des apories de Gödel à la même époque sur incomplétude ou non-consistance d'un système logique? En fait, ces deux problèmes séparés, le mot incomplétude n'a pas du tout le même sens selon qu'on le place dans le débat quantique, où là il s'agit simplement de compléter le formalisme pour qu'il devienne déterministe et restitue la possibilité d'un réalisme ordinaire des physiciens, et l'incomplétude au sens de Gödel, qui est un problème d'axiomatique. D'accord, où on peut, dans certains cas, décider de la valeur de vérité d'une proposition mathématique qu'en dehors du système d'axiomes qu'il a. Donc, je pense que c'est deux débats indépendants. En tout cas, Einstein n'a pas créé de pont entre les deux, à ma connaissance. Pardon. Moi, j'ai pas de difficulté à admettre que la réalité physique que l'on observe ne représente pas le fin mot de l'histoire, tout simplement parce que notre cerveau, qui a été formé par l'évolution, a été formé par la réalité physique palpable et pas par autre chose. Mais alors, les mathématiques, pourquoi elles auraient une vérité supérieure, puisque ce sont aussi des produits de notre cerveau?
Ça, c'est vous qui le dites. Hein. Justement, toute la question... Enfin, il y a beaucoup de questions dans ce que vous dites, mais quel est le véritable statut des mathématiques? Moi, je réinterprète votre question comme étant comment se fait-il que les mathématiques soient efficaces en physique? Finalement, la relativité produit un formalisme qui est en rupture avec le sens commun, mais en même temps, ce formalisme il nous permet de comprendre ce qui se passe quand une particule va très vite ou quand elle entre en collision avec une autre particule, E égale mc2, etc. E égale mc2, c'est pas intuitif. Donc vous êtes d'accord avec moi pour dire que les mathématiques prolongent, en les démentant, nos concepts familiers, de sorte que nous pouvons opérer dans des secteurs microscopiques ou même très grands dans lesquels nos sens sont silencieux. Et constatant cette efficacité des mathématiques, on peut se poser la question de savoir quel est leur statut. Est-ce qu'il faut être pythagoricien, dire que les mathématiques c'est le monde? Est-ce qu'il faut être platonicien, c'est-à-dire considérer que les mathématiques c'est un langage intermédiaire entre le monde des idées et le monde empirique? Est-ce qu'il faut être aristotélicien, c'est-à-dire considérer que les mathématiques c'est un ensemble de règles et de lois et de concepts qui nous permettent de faire des fites, des courbes expérimentales? Je pense qu'aucune de ces interprétations ne tient. Et il y a beaucoup de philosophes qui ont travaillé là-dessus, notamment Dominique Lambert, qui lui soutient l'idée que l'efficacité des mathématiques en physique n'est pas le fruit du hasard. C'est qu'en réalité, les mathématiques fournissent des structures invariantes qui nous permettent de prolonger notre vision dans le domaine de l'invisible. Et donc on peut voir, entre guillemets, l'électron, les quarks, grâce à des mathématiques qui manipulent beaucoup de structures invariantes. Et ça semble nécessaire pour pouvoir identifier un élément de réalité. Imaginez que je décrive un électron par une entité mathématique qui ne soit pas invariante. C'est-à-dire que quand je change l'angle sous lequel je regarde l'électron, eh bien l'électron disparaît. La structure mathématique que j'ai utilisée pour le décrire ne résiste pas à un changement de point de vue. Mais ça signifie qu'il n'y a pas d'élément de réalité correspondant à l'électron. Si je veux pouvoir identifier un élément de réalité dans le réel physique, je dois être capable de pouvoir l'associer à une structure qui résiste à un changement de point de vue. De la même façon que quand je vois un verre, j'ai une vue partielle sur le verre. Mais je reconnais qu'il y a un verre ici. Parce que mon cerveau est capable de, par continuité, de reconstruire la forme complète du verre à partir d'un point de vue partiel sur le verre. Et bien, les mathématiques, en nous fournissant des structures invariantes, sont capables de saisir des éléments de réalité qui ne sont pas arbitraires, c'est-à-dire qui résistent à un changement de point de vue. De là à dire qu'ils sont un produit de notre cerveau, comme vous le dites, il n'y a qu'un pas sans doute, mais je ne suis pas sûr qu'on soit autorisé à le franchir. On n'est pas obligé de suivre Jean-Pierre Changeux. Les émissions radio ou radar sont-elles associées aussi à des photons ou à des particules? Peut-on les observer? Je vais vous poser une question. C'est comment se fait-il que les questions n'aient rien à voir avec ce qu'on a dit? Mais je vais y répondre quand même. Les ondes radar ou radio sont des ondes électromagnétiques qu'on peut décrire avec l'électromagnétisme classique de façon très efficace. Formellement, ce sont des objets quantiques, mais pour les longueurs d'onde considérées, les approximations classiques fonctionnent très bien. Oui, bonjour. Moi, je crois que j'ai une question qui a trait à la question précédente. Comment peut-on définir des particules ou des antiparticules virtuelles? Bon, très facilement. C'est des particules qui sont en dehors de leur couche de masse. C'est-à-dire, pendant le temps qu'elles vivent, elles n'ont pas entre leur énergie et leur masse le lien prévu par E égale mc2.
Donc finalement elles sont virtuelles au sens où leur existence d'une certaine façon viole la loi de conservation de l'énergie, et donc elles empruntent de l'énergie au vide pendant un certain temps, et plus elles empruntent d'énergie au vide, plus elles doivent rembourser le vide, enfin l'énergie empruntée au vide rapidement, et donc elles ont une durée de vie très brève. C'est vrai que c'est des particules qui ont besoin d'énergie pour exister pleinement. On est quelques-uns dans ce cas-là. On a tous besoin d'énergie pour exister. Donc c'est des particules virtuelles au sens où existe leur possibilité d'exister, d'apparaître, dès lors qu'on leur fournit l'énergie qui leur manque. Allez-y, monsieur, posez votre question. J'aurais deux questions, en fait, une en rapport avec, donc par ici, pour que vous voyez effectivement, la main doit être levée, droit devant, presque. Ah oui. Voilà, donc j'aurais deux questions, une en rapport avec ce cours et une en rapport avec le cours précédent. En fait, par rapport à aujourd'hui, ça serait au niveau, en fait, de la corrélation. Est-ce que l'univers dans lequel on est, on doit le voir comme un ensemble complètement fermé au niveau quantique des corrélations, ou est-ce qu'il y a plusieurs, je dirais, zones qui seraient limitées? Et par rapport, en fait, au cours précédent, c'était au niveau de l'équation de Planck sur laquelle je voulais revenir, sachant que les solutions paraissent à peu près continues et qu'on voit bien effectivement qu'au niveau du positionnement, je dirais, il y a de la discontinuité. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'assez choquant, je dirais, en fait, dans cette équation-là? Alors la première partie de la question, c'est est-ce que finalement il n'y a pas qu'un seul système physique qui est l'univers? Parce que s'il y a des corrélations entre tous les objets qui ont interagi dans le passé, on peut dire que toute particule aujourd'hui a interagi dans le passé avec une autre particule, avec les autres particules, ne serait-ce que de façon gravitationnelle, et donc elles sont toutes corrélées, de sorte que le seul système physique que la mécanique quantique puisse reconnaître, ce serait l'univers tout entier. Et donc il y a effectivement des gens qui essaient de fabriquer une cosmologie quantique dans laquelle le seul système physique est l'univers. Mais d'un point de vue opératoire, on voit bien que une expérience du CERN donne des résultats qui sont indépendantes d'une expérience qui se ferait en même temps à Chicago. D'accord ? Donc on arrive à faire de la physique de façon relativement locale. Et il y a un certain nombre de théoriciens qui ont essayé de montrer comment, alors que cette non-séparabilité est la règle, on arrive quand même à vivre des situations qui sont isolées. Et donc à considérer des systèmes physiques isolés dont le comportement ne dépend pas de ce qui se passe sur Vénus ou ailleurs. Mais ça reste effectivement un problème, le problème de la séparation des systèmes et du caractère isolé qui permet de les décrire. C'est une question très compliquée. Maintenant, la deuxième partie de votre question, j'ai pas tout à fait compris. C'est le graphe que j'avais montré la première fois. Avec des droites. On va le retrouver. C'est ça ? Donc, là, c'est l'axe des fréquences. Vous êtes dans une cavité de volume fini. Toutes les fréquences ne sont pas possibles. Il y a ce qu'on appelle des modes propres, qui sont dénombrables, c'est-à-dire on peut les compter, leur affecter un nombre entier. Donc il y a une infinité, mais cette infinité est dénombrable. On peut numéroter ces modes, donc il y a le mode 1, le 2, le 3, le 4, le 5, et en fait il y en a une infinité. Là j'ai tracé des droites énergie égale n h nu, n est un nombre entier, h c'est la constante de Planck, nu c'est la fréquence. D'accord, donc excusez-moi, je suis en train de perdre ma voix. Donc vous avez plusieurs pentes possibles, la pente n égale 1, la pente n égale 2, etc. Et en fait, ce qu'il faut regarder, c'est les droites verticales. Évidemment, les fréquences entre 0 et 1 sont interdites dans la cavité, entre 1 et 2 elles sont interdites, donc je retiens que les modes propres, fréquence 1, 2, 3, etc. Si vous n'utilisez pas la quantification, donc l'idée de Cantor, eh bien, ce mode-là, par exemple, peut avoir n'importe quelle énergie entre cette valeur-là et la valeur maximale prévue par l'équipartition d'énergie, c'est-à-dire par l'idée que l'énergie totale du corps noir se distribue sur tous les modes propres. Donc ce mode, il peut avoir un peu d'énergie ou toute cette quantité-là, il n'y a pas de valeur interdite. Si vous voulez, toutes les grandeurs intermédiaires sont autorisées. Pareil pour le mode 2, etc. À partir du moment où vous introduisez la quantification, où vous dites que les échanges d'énergie
ne peuvent se faire que par paquets de grandeur h nu. Ça veut dire que dans les interactions entre la lumière et la matière, entre la lumière dans l'enceinte et les parois de l'enceinte, eh bien on peut échanger un quantum qui a cette grandeur-là, ou bien 2, ça fait tout ça, ou bien 3, etc., mais pas de valeur intermédiaire. Vous voyez que quand on est au mode fondamental, le mode numéro 1, je n'ai pas compté là, mais il y a une petite dizaine de quantas qui peuvent être échangés. 10 quantas. Maintenant, je prends le mode 2. Les quantas sont déjà plus gros parce que nu est plus grand. D'accord? Vous voyez qu'il y a moins de quantas qui peuvent être échangés. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 à peu près. Maintenant, je prends le mode 3, il n'y a plus que 4 quantas. Puis le mode 4, il y en a 3. Puis vous voyez qu'en allant vers les fréquences de plus en plus élevées, je vais arriver à un moment où l'équipartition empêchera l'échange d'un seul quanta, d'un seul quantum, parce que l'énergie de ce quantum sera plus grande que ce que prévoit l'équipartition d'énergie. Et donc, les photons, parlons en termes modernes, les photons de haute fréquence ne pourront pas être échangés entre la matière et la lumière. Et ça empêchera la catastrophe ultraviolette, parce que ça empêchera les fréquences de très haute énergie d'être alimentées dans le corps noir. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais j'ai essayé. Attendez, on va vous donner un micro, Non, monsieur, parce que là, on ne vous entend pas. Sincèrement désolé, c'était en fait justement par rapport à ça, par rapport à l'échange des photons, quand l'électron en fait va passer d'un niveau à un autre niveau, sachant qu'on regarde l'équation de Planck, il y aurait une continuité, qu'est-ce qui se passe entre les deux niveaux, où là effectivement il y a une sorte de vide. Non, il n'y a pas de continuité justement, parce que ce qui est quantifié dans l'électron, dans l'atome, ce sont les niveaux d'énergie des électrons. D'accord? Ils n'ont qu'un nombre, là encore dénombrable de valeurs possibles, donc il y a une certaine position qui est possible en énergie, une autre position plus basse qui est également possible. Quand l'électron est sur une orbite autorisée, il n'émet pas de lumière, mais il en émet quand il passe d'une orbite à l'autre. À ce moment-là, il emporte avec lui un photon dont la fréquence est donnée par la loi de Planck. Donc, vous avez un spectre de raies en fréquence, il y a un certain nombre de raies qui sont possibles et qui correspondent, qui traduisent le caractère discret du spectre de l'électron dans l'atome. Il y a une... Allez. J'en reviens à la théorie des multivers avec Everett et David Deutsch. Je voudrais savoir est-ce que vous pensez que cette hypothèse a de l'avenir? Si je pose cette question, c'est que je connais les liens forts entre David Deutsch et Richard Dawkins et sa théorie mimétique. Quant à Keith Richards, je voudrais dire... Je ne sais pas s'il est dans l'état mort-vivant, dans l'état superposé mort-vivant. En tout cas, il semble... Si vous commencez à dire que Keith Richards est dans l'état du chat de Schrödinger, on va se fâcher. Il est parfaitement vivant. Ouais. En tout cas, il semble qu'il a cette vie comme le chat, justement. Ah oui, ça c'est vrai, par contre. Non, c'est pas parce qu'on est ressuscité qu'on est un chat de Schrödinger. On pourrait peut-être appeler ça la théorie du cocotier. Oui. Oui, le cocotier. Alors... Il y a des physiciens qui défendent l'hypothèse des mondes multiples, notamment Thibaut Damour, qui dit même que si Einstein était vivant aujourd'hui, c'est cette interprétation-là qui le séduirait. Ça reste à prouver. Il ne faut pas trop faire parler les morts. Moi, je pense que Einstein, s'il avait découvert les résultats de l'expérience d'aspect, il aurait dû subir une sorte d'apostasie d'une violence incroyable. Les résultats de l'expérience d'aspect auraient eu sur Einstein un impact qu'on a du mal à mesurer. Bon, donc je ne sais pas ce qu'il aurait fait, est-ce qu'il aurait continué la physique ou est-ce qu'il serait devenu plombier comme il l'avait souhaité par ailleurs. J'en sais rien, mais bon. David Deutsch, lui, il invoque les univers parallèles dans un autre contexte qui est celui de l'ordinateur quantique. Un ordinateur quantique, effectivement, il est capable, enfin il n'existe pas encore, mais l'idée de l'ordinateur quantique, c'est d'utiliser la superposition quantique pour faire des bits quantiques plutôt que des bits classiques. Dans un ordinateur classique, un bit classique, il a comme valeur 0 ou 1. On-off, enfin, c'est un état dual, bien déterminé à chaque fois, mais qui peut prendre deux valeurs, 1 ou 0. Et le bit quantique, c'est un état superposé où on peut réaliser n'importe quelle combinaison linéaire du 0 et du 1.
Et certains types de calculs, si on avait un ordinateur quantique pour les réaliser, permettraient de faire ces calculs beaucoup plus rapidement qu'un ordinateur classique. Pourquoi? Parce qu'un ordinateur quantique pourrait faire un calcul qui est, comme on dit, massivement parallèle. C'est-à-dire qu'il fait des tas de calculs différents en même temps et qui vont, au bout d'un processus assez compliqué à décrire, donner le résultat du calcul que l'on souhaite. C'est-à-dire qu'ils vont faire plus de calculs que celui qu'on demande en explorant des virtualités, des chemins parallèles, si on peut appeler ça comme ça. Et David Deutsch défend l'idée que ces chemins parallèles constituent en fait des univers parallèles. Moi, je trouve que c'est un abus de langage. C'est un abus de langage. Est-ce qu'il y a... Voilà, on va prendre peut-être une autre question. Je la prends, voilà. Pour revenir sur une chose qui a été dite à propos du malaise constructif ou du constructivisme malaisé de Bohm. Et ensuite une question sur John Bell et Alain Aspect. Il y a une très jolie phrase de Cavaillès, elle est peut-être très forte d'ailleurs, définissant l'expérience comme un système de gestes, régi par des règles dans des conditions indépendantes de ces gestes. Enfin, c'est tout le problème. Et est-ce qu'il faut bien comprendre donc que les expériences de Alain Aspect confirment et non pas contredisent le théorème de John Bell? Merci. Les expériences d'Aspect tranchent la question de savoir si la mécanique quantique peut être complétée par des variables cachées locales en utilisant le théorème de Bell. C'est le théorème de Bell qui a montré que dans certaines conditions, la mécanique quantique prédit des résultats qui ne sont pas ceux d'une mécanique quantique complétée par des variables cachées. Et l'expérience d'Aspect a montré deux choses importantes. Premièrement, les inégalités de Bell, qui sont la limite qu'imposent aux corrélations les variables cachées supplémentaires, ces inégalités de Bell sont violées. D'accord, c'est le résultat important. Ces inégalités de Bell sont violées, donc la mécanique quantique sans variable cachée viole les inégalités de Bell qui s'appliquent aux théories à variables cachées. Et deuxième résultat presque aussi important, c'est que la mécanique quantique viole les inégalités de Bell d'une façon conforme aux prédictions de la physique quantique. D'accord ? Donc pour moi, c'est le résultat du siècle, ça. C'est le résultat le plus important, sans doute, d'un point de vue épistémologique, du XXe siècle. Je suis désolé, je me rends bien compte qu'en vous racontant tout ça, j'ai laissé des blancs, j'ai pas tout dit, parce que j'étais stressé par la durée. Il faudrait 3 heures pour vraiment vous faire comprendre l'enchaînement de tous les arguments utilisés. C'est comme un débat qui a duré 50 ans. Il y a eu les événements importants que j'ai signalés, mais il y a eu d'autres petits événements entre-temps que j'ai pas eu le temps d'évoquer. Mais je vous invite à approfondir la question par des lectures personnelles. Bon, je crois que... Il y a une question. Il y en a encore, oui, à côté de... Voilà, allez-y. Je suis désolé de vous poser une question, vous finissez de dire que vous êtes stressé, mais enfin... j'ai cru comprendre tout à l'heure au cours de votre exposé que vous n'hésiteriez pas à nous donner quelques informations sur les théories de la décohérence et sur la théorie des expériences plutôt, et sur, disons, les possibilités qu'elles offrent de situer dans l'espace, si j'ai bien compris, le moment où on passe de la physique quantique à la physique classique. Merci. Alors le critère de démarcation entre le monde quantique et le monde classique est assez mal défini. Il reste flou. Par contre, on comprend qu'un système très macroscopique, on comprend maintenant pourquoi ou comment un système très macroscopique devient classique. Autrement dit, le monde est quantique, mais nous comprenons pourquoi nous le percevons classique. Ce qui est déjà pas mal. La frontière entre les deux mondes est ambivalente, c'est pas une frontière brutale, il n'y a pas une transition de phase entre le monde quantique et le monde macroscopique. Et si vous voulez voir comment
cette transition lente peut être approchée, je vous recommande de lire les articles de Serge Haroche, notamment publiés dans, par exemple, le numéro hors série de Science et Avenir sur le chat de Schrödinger, qui est sorti il y a quelques semaines, dans lequel il montre comment, à l'école normale, ils ont fabriqué des chatons de Schrödinger, c'est-à-dire des petits chats de Schrödinger, pas avec des vrais chats, parce que la SPA serait furieuse, mais avec des cavités qui contiennent un petit nombre de photons ou d'atomes. Et il montre que comment, en augmentant le nombre de photons ou d'atomes contenus dans la cavité, donc en augmentant le nombre de degrés de liberté permettant d'écrire le système, on accélère le processus de décohérence. Donc plus il y a de degrés de liberté dans le système, plus le système tend à devenir rapidement classique. Et quand le nombre est très élevé, eh bien il devient classique. Oui, il y a une question au fond de la salle. Si on considère que le service minimum de la physique serait de prédire le résultat d'une expérience, la physique quantique qui ne peut que prédire une probabilité de résultat, est-elle considérée comme de la physique? Ça dépend de ce que vous appelez la physique. Mais en tout cas, le service minimum, elle le fait de façon maximale. Il n'y a pas de grève. C'est-à-dire la physique quantique, évidemment, ça serait tentant de dire ouais, c'est provisoire, on va la dépasser, etc. Ça n'est qu'un modèle. Le problème, c'est que ça fait 70 ans que ça dure, et que la physique quantique, qui a été en quelque sorte construite pour comprendre l'atome, fonctionne au niveau des particules élémentaires jusqu'à des énergies de l'ordre de 100 GeV. Et aucune des prédictions de la physique quantique n'a été contredite par l'expérience. D'accord, y compris les plus surprenantes, notamment les résultats d'expérience d'aspect. Donc, ce que vous appelez le service minimum, moi j'accepte cette façon de dire, c'est celle que demandait Niels Bohr. Et la physique quantique le fait d'une façon très surprenante, remarquable. Il n'y a pas d'autre théorie, c'est la seule théorie qui n'ait jamais connu le moindre problème entre ses prédictions et les résultats expérimentaux. Donc il faut la prendre au sérieux. Merci. En revenant rapidement sur le problème de décohérence et plutôt de cohérence, la dernière fois vous aviez parlé justement des systèmes macroscopiques qui étaient quantiques, les superfluides et les lasers. Est-ce que vous pourriez juste en toucher un mot, pourquoi justement certains systèmes macroscopiques enfreignent en tout cas le modèle classique? Par exemple, un laser, il échappe à ce phénomène de décohérence. D'accord, donc il y a des systèmes pour lesquels l'environnement n'est pas couplé. Et donc pour eux, la décohérence ne se produit pas. Le couplage entre l'environnement et le système est en quelque sorte annulé. Et la décohérence, encore une fois, n'explique que les situations dans lesquelles le nombre de degrés de liberté est très important. Ça ne résout en rien le scandale intellectuel qu'on peut ressentir en imaginant ce que peut être l'état physique d'une particule qui est dans un état superposé. La décohérence ne rend pas moins scandaleux le problème de l'électron qui est dans l'état A plus B. Elle permet de comprendre pourquoi beaucoup d'électrons dans l'état A plus B nous paraissent être constituer un système qui est descriptible par la physique classique. On va prendre une dernière question en haut à gauche de la salle. Oui, je suis Voilà. là. En haut à ta gauche, voilà. D'accord. Ma question, c'est une question pour prolonger un peu ces 3 cours auxquels j'ai assisté et qui m'ont bien intéressé, je dois dire, mais je pense que je reflète là que la salle. Et vous voyez que vous avez beaucoup de questions et si on veut prolonger un peu cette réflexion, ma question est simplement celle-là. Est-ce que vous avez vous-même écrit quelque chose sur ces cours qui explique un peu
ce que vous faites. Est-ce que vous pensez prendre une année sabbatique pour le faire? Ou avez-vous une bibliographie à nous proposer pour prolonger un peu ces réflexions? Merci. Bon, c'est une question difficile. Moi, je lutte contre une tendance actuelle dans le monde de l'édition, qui est de demander aux gens qui font des livres de faire des conférences, pour ensuite faire des livres à partir des conférences. Je pense que c'est un système qui inonde le marché de l'édition, qui conduit à une prolifération de livres. Et je pense qu'il faut suivre l'une ou l'autre de ces deux démarches. Soit on fait des conférences et après avoir mûri un discours, on fait un livre. Soit on fait un livre qu'on a déjà mûri et on fait des conférences ensuite. Donc c'est ce que j'ai fait, moi. Sans prendre d'année sabbatique, j'ai fait un livre qui s'appelle « Petit voyage dans le monde des cantas », qui dit beaucoup plus de choses que ce que j'ai eu le temps de vous dire en 3h30. Alors pour vous dire à quel point la vulgarisation est une démarche nécessaire et utile, lorsque ce livre est sorti, c'était en 2004 je crois, j'ai eu un appel téléphonique d'une journaliste d'un magazine de psychologie qui pensait qu'il s'agissait d'un recueil, en fait d'une enquête sur Bertrand Cantat et sa famille. Donc voilà, vous voyez qu'il y a encore du travail pour les vulgarisateurs. Et bêtement, j'ai dit non, c'est pas ça. Bon, merci Étienne Klein. Merci à vous.